Soyez salués, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Nous sommes encore à notre assise d'actualité pour débattre sur des questions d'utilité nationale, aussi sur des questions d'actualité politique qui prévoient en ce moment dans notre pays. Alors, je tenais encore à vous remercier, à vous saluer pour votre présence ce soir pour aborder ensemble le sujet très important pour notre société. Et nous le disons que nous sommes une dynamique, nous sommes des intellectuels. J'aime bien le dire, nous sommes intellectuels, pas pour exclure qui que ce soit, parce que par moment, il y a une mauvaise interprétation du mot intellectuel. En réalité, l'intellectuel, ce n'est pas celui qu'on pourrait voir avec tous ces bagages de diplômes, ou qu'on pourrait voir, oui, avec ces milliers de doctorats, d'agrégation, comme les professeurs Zasseli, que nous connaissons aujourd'hui, pas mal d'enseignants de nos universités. Mais non, l'intellectuel, en réalité, c'est celui dont l'intelligence sert à la société. Et voilà comment avait défini cela le professeur Seribaï, qui le disait, paix à son âme, que l'intellectuel, c'est celui dont l'intelligence sert à la société. Oui, soit le bienvenu, le camarade Pascal Daya, coordinateur des élèves de Daloa, étudiants aujourd'hui, des étudiants de Daloa. Il a été d'abord avant les élèves, avant de l'être aujourd'hui pour les étudiants, qui salue au passage. C'est un leader, c'est un jeune leader. Il est jeune, mais c'est un leader, parce qu'il n'y a pas de jeune leader en tant que tel. Alors, donc, nous nous exprimons ici pour dire que il n'y a pas de... L'intellectuel, c'est celui dont l'intelligence est à la société. Tu es dans une société, comment est-ce que tu t'appropries ton comportement dans cette société pour que celui-ci et cette société, en réalité, l'environnement soit ton produit. Et ne nous laissons pas être le produit de notre environnement. Non, c'est qu'en ce moment, nous ne sommes pas dans une dynamique sociétale. La dynamique de société voudrait bien que notre intelligence sert à la société. Notre intelligence rapporte quelque chose à la société. Alors, on ne saurait nous exprimer ici sans toutefois rappeler cela. Parce que les gens vont venir, vont écouter, ah, ici, on parle des intellectuels. Moi, je ne suis pas intellectuel, moi, j'ai mon bata, il y a Tol là-dessus, comme la fille de Papa Kalou. Alors, moi, je ne suis pas intellectuel. Non, c'est une erreur. Tu es intellectuel. Tu es intellectuel. Parce que tu apportes quelque chose à la société. Bonsoir, Diane Yakuba. Tu apportes quelque chose à la société. Tu n'es pas parce que tu as des diplômes comme le professeur Dali Théodore ou bien comme le professeur Sissoko ou encore comme le docteur Bangali ou encore le docteur, pas mal le docteur Aipo Martial ou bien le professeur... non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es un intellectuel parce que tu as une intelligence qui sert à la société. Tu es un intellectuel ou bien tu es une intellectuelle, maman, parce que tu te sais de nourrir toute une famille, tout un village. Tu vas au marché Gouro, tu achètes des produits que tu viens revendre au marché de Niangon. Tu es intellectuel. De par ton agissement, tu soignes ton environnement. Quand tu finis d'acheter ton poisson, que tu as vendu le poisson, tu vois l'utilité de ce qu'il faut aménager ton environnement pour ne pas que l'odeur du poisson ne puisse dégrader la vie. Tu es intellectuel. Alors, j'ai l'habitude de dire, nous les intellectuels, j'ai l'habitude de dire les leaders, parce qu'il y a des expressions que j'aime pas utiliser. Je le dis, je ne peux pas appeler quelqu'un le chef. Pour moi, le chef, il s'est défini dans un système de clan. Un chef, c'est celui qui impose ses idées. Mais le leader, il surmonte. Il est un rassembleur. Un leader,
il a une intelligence qui va apporter des valeurs à la société. Donc, c'est pourquoi j'aime aussi dire intellectuel. Quand je dis nous les intellectuels, ce n'est pas parce que moi-même qui vous parle, je suis diplômé fatigué. Non, 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 non. Je n'ai aucun grand diplôme. Mais je me dis intellectuel parce que j'apporte ma caution, j'apporte mon intelligence à la société. J'apporte mon intelligence à la société. Aujourd'hui, nous sommes assis, on a été élèves, on a apporté notre contribution. On a été étudiants, on a apporté nos contributions. Minime fut-elle, c'est une contribution. Aujourd'hui, dans le domaine du sport, j'ai mon ami avec qui j'étais sur la fac à l'école doctorale. Comment il s'appelle? Jason, il est Albéric. On a fait depuis le lycée classique d'Abidjan. Albéric, pendant qu'on prenait les cours, lui, il partait au Champrou. Je le voyais, le féliciter. Il dit non, qui s'inscrit pour devenir habit. Il dit, aïe, toi, tu vas devenir habit. Il est allé, il a apporté son grain de sel. Aujourd'hui, il est dans la diaspora, mais il apporte toujours sa contribution dans le domaine du football en étant arbitre. Vous voyez, à tous les niveaux, on peut apporter notre grain de sel. Même que tu sois cordonnier, que tu sois couturier, tu es un intellectuel. Parce que grâce à toi, tu valorises le pain africain, tu valorises le pain ivoirien. C'est ce qui est important. Alors, en tant qu'intellectuel, on a décidé de rebondir sur le sujet du parrainage. On a décidé d'abord même d'apporter notre contribution dans l'échelle même du débat politique. Pourquoi? Parce que nous supposons qu'à un moment donné, la société est une dynamique. La société, aucune société n'est statique. Aucune société n'est statique. Toutes les sociétés sont dynamiques. Donc, à cet effet, il y a lieu qu'on arrive à apporter notre grain de sel. Il s'impose à nous d'essayer de vaciller plus ou moins d'un point à un autre. On ne peut pas demeurer, on ne peut pas demeurer sur un même système depuis 60 ans de décolonisation. Bientôt, nous allons assister à la 60e année de la décolonisation le 7 août. Mais chaque génération a eu à porter ses preuves. Houphouët-Boigny, Jean-Baptiste Moquet, Marie Corée, Biaka Bouda, Seka, pas mal d'intellectuels ivoiriens ont eu à apporter leur contribution. Et à la suite, il y a eu encore la vague des Bédier, des Laurent Gbagbo, des Alassane. Chacun a apporté. Et il y a encore une certaine génération qui monte. Mais est-ce que nous nous rendons compte que il faut tirer quand même pas un bilan, mais il faut apporter une réflexion de tout ce qui se fait autour de nous. Moi, je ne peux pas me lever un matin à chaque élection et apprendre que mon camarade est mort à Diokwe. Mon camarade est mort à Fekese-Dougou. Un tel frère est mort. Et que ça ne me meurt point, ça ne me choque en rien. Et je me dis, bon, c'est la Côte d'Ivoire, ça continue. À chaque élection, je dois comptabiliser des morts. C'est ce que ça ressemble maintenant dans le pays. C'est ce à quoi ça ressemble. Qu'à chaque élection, on doit assister à des carnages. À chaque élection, on doit observer des amis au quartier qui vont disparaître pour aller en exil. À chaque élection, on doit constater que le père de tel enfant a été arrêté. Il est aujourd'hui emprisonné. C'est en cela que notre pays doit assister à chaque année électorale. Donc, au vu de ça, nous nous sommes dit non. Il est important qu'on réfléchisse. Oui, mon président Aimé, le président de la jeunesse de Treichville, il est important qu'on réfléchisse. Qu'on ne s'asseye pas pour dire non, que la vie est statique. La vie n'est pas statique. Parce que quand tu nais, tu fais 4 pas, tu marches, ton alimentation change, c'était le lait, céréales et autres, mais après ça évolue. Tu commences à manger le riz, la sauce graine, le foutou, et si de suite, on t'envoie à l'école, tu vas au primaire, après au collège, qui évolue, demain, toi-même qui devient responsable, qui travaille. Tout ça, c'est la dynamique. C'est ça l'évolution Bewegen. Donc, on ne peut pas rester statique. C'est notre devoir de réfléchir.
Tu es dans un groupe politique, il faut apporter ta contribution. Ça peut ne pas plaire aux leaders, ça peut ne pas plaire à certains militants du parti. Apporte ta contribution. Il faut réfléchir. Regarde autour de toi. Donc, on nous ont dit le meilleur voyage dans le monde, c'est de lire. En lisant, tu apprends. En apprenant, tu reçois. En recevant, tu dois partager. C'est en cela que ton action d'intellectuel réagit. Alors, nous, on a réfléchi et nous sommes constitués une start-up citoyenne qu'on a dénommée Départ digne et bunien. Le pays nous appelle. C'est juste un appel au rassemblement. C'est juste apporter notre contribution à notre pays. Que d'aucuns voudraient bien que ça soit une nation. Et nous avons réfléchi réellement que on pourrait être une nation si on avait une seule identité, un seul langage, on avait une seule histoire dans notre pays, on aurait été une nation. Mais notre pays ne pourra jamais être une nation. Comme en Somalie, où on retrouve qu'un seul langage, c'est-à-dire une seule ethnie. Mais dans notre cas, on en a plusieurs. Donc, on ne peut pas prospérer à cela. Donc, il faut aller plus loin. Et quand nous avons réfléchi, de par nos recherches, on se rend compte qu'on peut être un État fédéral. Et c'est ce développement de l'État fédéral que nous faisons. Et dans le développement de l'État fédéral qui permettra aux régions que nous avons de se transformer en des États avec comme une république. Tu auras son institution, tu auras ses institutions, tu auras son gouvernement, tu auras son parlement. On a développé tout ça et on a aussi allé par proposer un système qui allait permettre de pouvoir mettre plus ou moins dans le tamis tous ceux qui veulent réellement diriger le pays à différents niveaux. Parce qu'il ne faut pas bloquer le pays à un seul niveau, où on pense que c'est ce niveau-là qui est le plus important, et ce niveau va entraîner une course. Et cette course, comprenez que si on met tout à l'heure 1 million de personnes pour courir, pour aller sur 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre, sur 500 mètres, pour aller récupérer 1 milliard, mais comprenez qu'on va se piétiner. S'il s'agit de 1 milliard, on va se piétiner, on va se faire mal. Mais si les 1 milliard, on les décomposait, on dit on les décompose chaque 200 mètres, tu as au moins 200 millions, 200 millions, 200 millions, 200 millions. Vous verrez que chacun aurait pu atteindre une étape et puis on va éviter plusieurs blessures. C'est en cela que nous, on a dit, bon, si on procède à l'État fédéral, ça va permettre déjà que certains deviennent des députés. À Korogo, dans la région, dans l'État républicain de Korogo, certains deviennent des ministres dans l'État de Korogo. Et du coup, ceux qui sont devenus ministres, députés dans l'État de Korogo, ils ne pourront plus compétir ailleurs, ils ne pourront plus compétir au niveau national, soit au Parlement national, ou bien soit au Sénat fédéral. C'est toutes ces réflexions qu'on a menées juste pour éviter les guéguerres, juste pour éviter les crises dans le monde. Et chez nous plutôt. Et ce sont les reflets qui se présentent. Et en le faisant, on a dit qu'on proposerait un gouvernement fédéral. Dans le gouvernement fédéral, ça allait permettre à ce que les partis politiques démontrent leur représentativité dans la nation, leur représentativité dans le peuple plutôt. Ce qui veut dire quoi? Si aujourd'hui, pour devenir membre du gouvernement, pour devenir ministre, comme on le dit, il faut avoir d'abord été député à Bangourou. C'est-à-dire aujourd'hui, à Finguessan, voulant être ministre par exemple, ou voulant être dans le gouvernement, il doit d'abord être député à Bangourou dans sa région, ou bien n'importe quelle région, et il vient maintenant, une fois qu'il a été élu député fédéral, il vient au palais fédéral, il vient, comment on appelle ça, au Parlement fédéral, et à partir du Parlement fédéral, les députés, eux maintenant, c'est eux qui ont la caution d'élire un ministre pour faire partie du gouvernement fédéral. Voilà le cheminement légal que peut donner le sens juridique à la représentation. Alors, nous avons voulu que c'est ce pan-là de notre projet que nous avons observé plus ou moins dans la décision de parrainage qu'a pris le chef de l'État depuis un moment par décret, et je pense que ça a été validé par le Parlement. Et donc aujourd'hui, depuis un moment, je pense que depuis quelques jours, ils ont décidé que pour être candidat, il faut être parrainé.
Et le parrainage doit se justifier dans au moins 17 régions. C'est-à-dire, sur les 30 et quelques régions qu'on a, il voudrait que dans 17 régions, tu puisses prouver 1% de ton électorat. Ça veut dire que tu dois avoir 17%, si je ne me trompe, hein, 17% dans 17% dans les 50% du territoire qu'on te demande. Alors, pour eux, c'est une façon d'exclure ce qu'ils appellent les candidats plaisantins. Voilà l'expression il faut utiliser tel que ça a été présenté. Et vous comprenez que ça a tellement ébranlé la société que il y a eu des organisations, des partis politiques, de la société civile qui sont allés rencontrer, qui ont introduit des dossiers au niveau de la CEI pour comprendre. Et la CEI qui les reçoit et qui présente le contexte de cette décision. Et le contexte de cette décision montre que c'était une proposition de l'opposition, principalement de M. Afin Guessan, à cette réunion qui était pilotée par l'ancien Premier ministre Gon Coulibaly, qui était là au nom du gouvernement et au nom du président, d'avoir un dialogue politique avec les différents partis politiques, dont le PDCI, et je pense qu'il y avait l'EDS aussi. Et c'est à l'issue de ça que le Premier ministre Afin Guessan a proposé qu'on introduise le système de parrainage pour éliminer des candidatures farfelues qui en réalité viennent pour déranger, selon moi, hein, pour déranger les grands partis. Parce que nous savons tous aujourd'hui que ceux qui cristallisent le débat dans la classe politique aujourd'hui, c'est le PDCI, c'est le FPI, c'est le RDR. Voilà. Donc pour eux, tous ceux qui ne viennent pas sous l'effigie de ces partis politiques, ce sont des candidatures qui ne sont pas représentatives, ce sont des candidatures en quelque sorte farfelues, fantaisistes, pour déranger leur compétition. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit se résumer autour de ces trois-là. Moi, je pense que c'est déjà dans le fond, c'est déjà mal pensé. C'est déjà mal pensé parce qu'on ne peut pas résumer le pays qu'à vous. On ne peut pas résumer le pays qu'au PDCI, au FPI et au RDR. Et aujourd'hui, si vous nous présentez un tel décor, les Ivoiriens seront déçus. Parce que toutes ces guerres qu'on a eues dans notre pays, c'est du fait de ces leaders politiques. C'est du fait que ces leaders politiques se combattent pour un positionnement présidentiel. Alors donc, à l'instar de ces partis politiques, il y a aussi des valeurs. Il y a des valeurs dans notre pays. Il faut qu'on reconnaisse ça. On a des valeurs. On a certains leaders politiques qui sont des valeurs aujourd'hui. On ne va pas nier la valeur que représente Mamadou Coulibaly dans le pays. On ne va pas nier la valeur que représentent certains dirigeants des partis politiques. On ne va pas nier la valeur du président de l'UNG. On ne va pas nier la valeur du président du COGEP. On ne va pas nier la valeur du président de GPS. Même si chacun d'entre eux traîne aussi des casseroles, mais on reconnaît que ce sont des personnalités qui drainent aussi en dehors du nom de leur parti politique. Mais ils traînent. Mais il y a aussi des partis politiques aujourd'hui, là, comme on le dit, même au FPI, au PDCI que vous nommez, mais il y a des leaders qui sont autour de ces partis, qui ont que des militants, mais qui ne sont pas aimés par tous les Ivoiriens. Alors, donc, ce que vous appelez candidature farfelue, fantaisiste, ce sont des personnes qui, en réalité, ont de la valeur. C'est pourquoi nous pensons qu'il ne faut pas dire qu'on part des élections pour s'éliminer, pour s'écraser, comme on est en train de voir en ce moment à la FIF. On sait qu'il y a des personnalités qui ont des valeurs, mais on veut les réduire au néant. Non, tu n'es pas en retard, Matous. Tu n'es pas en retard, nous sommes en train de développer sur la question du parrainage. Et nous pensons nous le disons, que c'était une proposition de M. Afin Guessan à la réunion du dialogue politique qui avait été organisé par le gouvernement et les partis politiques qu'ils ont nommés. Comme quoi sont les partis politiques qu'on appelle ça significatifs
Par moment, j'entends parti politique significatif, j'entends parti politique représentatif, mais on peut être significatif et ne pas être représentatif. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Parce que vous les avez conviés en tant que des partis politiques représentatifs. Mais est-ce qu'ils sont représentatifs réellement? Aujourd'hui, quand le Parti communiste chinois parle, il dit on a 900 millions, ou bien on a 9 millions, on a tel nombre de militants. On le sait, ils ont les cartes, ils ont les attestations des militants. Mais aujourd'hui, quand on nous prenne un à un, il y a combien de militants que le FPI peut revendiquer? Avec des cartes à l'appui. Est-ce qu'ils valent 1 million? Est-ce que le RDR a ses militants qui peuvent revendiquer aujourd'hui, qui valent 2 millions? Est-ce que le PDCI, qui est le plus vieux parti politique, a ses militants aujourd'hui qu'on peut quantifier à l'aide des cartes, à l'aide des certificats qui attestent qu'ils sont militants à Trècheville, comme chez mon frère Emson Nguessan, ou bien ils sont militants à Boaké, ils sont militants à Daloa? Est-ce qu'on peut réellement les quantifier? Non, on est tous dans la propagande. On est tous dans du verbiage. De dire que non, je suis un parti politique représenté. Aujourd'hui, les gens se disent je suis représenté parce que je suis de l'Ouest. Comme Mabri Torqueuse. Oui, à l'Ouest, c'est l'UDPCI. Mais est-ce qu'on peut les quantifier? On se lève aujourd'hui, le Grand Nord, c'est nous le Grand Nord. Oui, mais est-ce qu'on peut quantifier? Non. Donc, ne disons pas, peut-être que vous êtes significatif par rapport à une certaine propagande, mais vous n'êtes pas représentatif en fonction d'une agitation. Parce que Lénine l'a dit, il dit il y a ce qui est la propagande et puis il y a ce qui est l'agitation. Dans l'agitation, on peut quantifier. Dans la propagande, c'est du verbiage. Alors, vous êtes réunis à cet effet et M. Affi N'Guessan ayant proposé cela, M. Gon s'est retiré pour aller réfléchir, pour aller rendre compte au président Alassane. Et arrivé là-bas, je pense en février 2020, le Premier ministre n'a plus eu le temps avec son état de santé, tout. Je pense qu'il a déposé le dossier, il a présenté le dossier au chef de l'État Alassane. Et entre-temps, il y a le PDCI et c'est un autre groupement politique, je pense qu'il devait y avoir EDS, qui ont décidé de ne plus appartenir, de ne plus avoir des discussions directes avec Gon, qui préfère que le débat soit dirigé directement avec Alassane. Alors, M. Alassane Ouattara, qui récupère le dossier, il a dit, ok, je récupère le dossier. Et en temps, on tombe dans la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus. Alors, il donne la priorité à la pandémie, mais en même temps, il profite pour introduire un projet de loi qui va toucher quelques points de la Constitution, tels que la vice-présidente qui ne sera plus un poste, comment on appelle ça, un poste, comment on peut le dire, un poste au niveau qui sera le coulissier du président aux élections présidentielles. Il a aussi touché un projet pour toucher comment on appelle ça, le code électoral, et tout ça en introduisant le système de parrainage. Donc quand il a lu le résumé de ce que du débat qu'il y a eu avec l'opposition, c'est vrai que quand M. Affi N'Guessan a proposé le parrainage, les autres partis politiques n'ont pas trouvé de problème. Parce qu'ils se disent quoi? Ils sont déjà représentatifs. Eux, ils n'ont pas peur. Le PDCI, quand on dit même parrainage de 1 million, ils se disent que si on dit parrainage de 1 million, ils sont représentatifs. Et les autres, peut-être, qui étaient aussi là, avec Affi N'Guessan qui revendiquait le FPI ce jour, ils se sont dit que le FPI n'ont pas de problème. Quand Affi N'Guessan propose ça, c'est parce qu'il sait que même s'il y a unification du FPI, que dans le débat dans lequel ils sont, à cette période, ils allaient à l'unification du FPI. Il s'est dit que le FPI ne peut pas avoir de problème de parrainage. Parce que le FPI est représentatif. Ok. Donc, en gros, on suppose que, selon Alassane Ouattara, les partis politiques de l'opposition ont proposé le parrainage. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il allait agrémenter ça d'une autre manière en introduisant maintenant ça dans le code électoral avec le fait que les parrains doivent s'identifier, ils doivent donner des informations sur leur adresse, sur leur numéro de téléphone, sur leur lieu d'habitation. C'est-à-dire, en réalité, ils donnent des informations qui leur restent personnelles. Or, en réalité, quand Affi N'Guessan proposait ça, je suppose que parce qu'on aime tellement les politiciens ivoiriens aujourd'hui, ils n'ont tous en tête que le système politique français.
Parce que dans le système politique français, De Gaulle a créé pour la Ve République ce qu'on appelait le parrainage, mais là-bas, il se faisait avec les élus, c'est-à-dire les députés, les maires, les présidents des conseils, comment on appelle ça, des conseils régionaux. Oui, chez eux aussi sont les conseils régionaux. Donc, quand je suppose, je ne suis pas dans la tête de M. Finguessa, mais je suppose qu'en le disant, il n'a pas regardé le système américain, où aussi aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Mais ce n'est pas dans ce cas, c'est pas dans ce schéma. Ils se sont appuyés sur le schéma français. Ils se sont dit quoi? Que peut-être qu'ils vont s'appuyer sur des élus en Côte d'Ivoire pour essayer d'instituer le parrainage. Mais Alassane Ouattara, qui prend pas fait cause pour ça, lui, il jette ça dans le peuple, parce qu'en réalité, c'est le peuple qui détient la représentativité, même si par moment, le peuple confie ça à des députés, mais il a préféré aller, comme on le dit, au suffrage direct avec le peuple. Maintenant, avec les informations qu'il demande. Alors, jusque-là, si vous remarquez, l'opposition ne parle pas de ça. Hein? L'opposition ne se plaint pas du fait du parrainage, que ce soit dans le fond comme dans la forme. Ils ne se plaignent pas. Parce que pour eux, ils n'ont pas de difficultés. Ça va les aider à éliminer certains. Mais certains dont on parle là, l'opposition, certains dont vous parlez, ce sont des membres aussi de l'opposition. Ce sont les membres de l'opposition. Aujourd'hui, supposons que Amontano est candidat, qui n'arrive pas, si Amontano est candidat sortant du RHDP, c'est un opposant. Si Duncan, aujourd'hui, sorti du RHDP, il devient des opposants, c'est à vous d'avoir une technique d'approche, c'est à vous d'avoir une technique de rapprochement. Pour que s'il y a un deuxième tour, parce que je ne suis même pas pour une alliance au premier tour, ça je le dis, je ne suis même pas pour une alliance entre le FPI et le PDCI au premier tour, je ne suis pas pour ça, parce que pour moi, un parti politique doit aller se frôler et se frotter aux élections. Et même s'il tombe au premier tour, qu'il tombe avec les armes. Et au second tour, il peut donner ses voix au FPI, il peut donner ses voix au PDCI, comme il veut, il peut aussi donner ses voix au RDR. Tout ça, c'est la démocratie. Donc, n'évitez pas, n'accompagnez pas Ado dans la frustration de certains partis politiques ou bien de certains leaders politiques de l'opposition. C'est vrai que Madou Koulibaly, par exemple, il est un parti politique qui selon vous, ne fait pas l'unanimité, mais c'est un individu qui fait l'unanimité. Les Ivoiriens savent l'importance et l'utilité de ce monsieur. Donc, ayez le nez creux à ne pas accompagner Ado dans sa démarche, à ne pas accompagner Ado dans son schéma de frustration, parce que je le dis dans le thème que c'est plutôt une stratégie politique et non une stratégie juridique. Parce que je vais venir tout à l'heure sur le phénomène juridique que Ado brandit pour montrer que ça, c'est une action juridique. Moi, je dis non, ce n'est pas une action juridique. Parce que l'action, c'était une action politique qu'ils ont imposée à la juridiction. C'est une action politique. Parce que, comme je le disais, c'est lors d'un dialogue politique. C'est lors d'un dialogue politique que vous avez décidé ça. Pour que maintenant, l'action puisse avoir son sens dans une démocratie véritable, hein, dans une démocratie vraie, pour que l'action politique puisse avoir son sens juridique, vous aurez dû ramener ça à un référendum. Ou bien vous aurez dû demander au peuple de faire peut-être à travers des associations qui sont reconnues, comme le dit la Constitution, que pour que une telle loi sur le parrainage qui a été déjà appliquée en Congrès, qui a été votée en Congrès, qui est revenue, qui a été validée par le gouvernement, pour que cette loi-là puisse être remise en cause, il n'y a que des personnalités qui peuvent faire ça. Il y a le président de la République lui-même, il y a un dixième des députés, il y a le Conseil constitutionnel, et puis il y a des associations, des organisations de droits de l'homme qui sont reconnues légalement. Donc, ce qui veut dire que vous aurez dû demander aussi à la société civile de faire des pétitions vis-à-vis du peuple pour voir si le parrainage que vous avez demandé est accepté. Mais ce n'est pas le cas. Vous nous avez jeté le parrainage et vous nous dites du 16 juillet en 45 jours jusqu'au 1er septembre, il faut que les gens trouvent 70 000 à 80 000 signataires parrains sur 17 régions au moins. Vous comprenez? Et nous pensons que c'est un jeu politique qui est fait vraiment
vraiment, avec le soutien de certains membres de l'opposition, de se démembrer, quoi. Moi, je pense qu'il y a certains membres, il y a l'opposition qui est en train de se démembrer vis-à-vis de Alassane Ouattara. Il y a des gens qui veulent multiplier leurs 9% qu'ils ont eu il y a 5 ans, leur 1% qu'ils ont eu il y a 5 ans, leur 10% qu'ils ont eu il y a 5 ans, juste pour qu'on dise aujourd'hui, j'ai eu 20%. C'est tout, hein. Et puis laisser Ado et son RHDP récupérer le pouvoir, se repositionner et puis avancer. Nous pensons que aujourd'hui, dans ce jeu politique, nous allons rebondir sur la question qui est fondamentale, la question juridique. Est-ce que le parrainage aujourd'hui ne foule pas au pied le principe selon comment on appelle ça, comment on appelle ça, comment on le dit, le principe du secret de vote. Dans les élections, allez voter, il y a un principe de secret de vote. Aujourd'hui, quand vous me demandez, moi par exemple, de venir valider, de venir accepter le parrainage, hein, de M. Guedro, par exemple, le président du Parti communiste ivoirien, M. Guedro, pour qui j'ai du respect. Je viens, je donne mon parrainage à M. Guedro. Mais en même temps, je donne mon nom, je donne mon adresse, je donne mon numéro de téléphone, je donne le numéro de ma carte d'identité ou bien de la carte que j'ai présentée pour me faire enrôler. Je donne toutes ces informations. Et vous, oui, je viens de donner caution à M. Guedro d'être mon candidat. Exemple. Mais les informations là vont chez qui? Vont au niveau de la CEI. Cette CEI là, nous tous nous savons très bien qu'elle est de connivence avec le gouvernement. Mais vous êtes en train de partager mes informations. Mais c'est un élément qui doit rester secret. Dans quel coup, mon choix que j'ai porté à M. Guedro pour qu'il soit candidat, peut-être même qu'il sera mon candidat, mais pourquoi vous voulez que ce choix-là soit connu de tous? Là, en ce moment, selon ce que la Constitution demande, le secret électoral, le secret du vote n'est plus respecté. Le secret n'est plus respecté. Donc, du coup, nous tombons dans un système très risqué. Et ça, la loi ne le demande pas. Et nous disons que tous ces éléments démontrent que l'action n'est pas, n'est pas juridique. C'est plutôt une action politique qui est menée pour pouvoir lui donner une caution juridique. Et si nous voulons bien faire ça, chers opposants, moi je ne m'adresse pas, c'est vous qui avez proposé cette idée. Je pense que vous prenez la peine aussi d'écouter les Ivoiriens, d'écouter les citoyens que nous sommes. Nous pensons qu'il y a d'autres idées. Il y a d'autres idées, ou bien il y a d'autres systèmes politiques qu'on peut aménager pour notre pays. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une sélection. C'est tout à fait normal. Mais il faut que cette sélection ne puisse pas fouler au pied la Constitution. Il faut que cette sélection ne puisse pas ne puisse pas rejeter le code électoral qui est préétabli. Aujourd'hui, vous nous ramenez encore dans une guéguerre entre les trois partis politiques qui sont reconnus, qui en réalité sont respectés parce que ces différents partis politiques ont des leaders qui sont des gens, ce sont des personnes aimées, acceptées par le peuple. Je veux parler de Gbagbo Laurent, Bédié du PDCI, Gbagbo Laurent du FPI, Bédié du PDCI, Alassane Ouattara du RDR. Aujourd'hui, les militants du RDR sont omnibuleux comme si à part Ado, il n'y a pas un autre leader qui peut se lever pour être candidat. C'est pareil pour les autres partis politiques. Quand on assiste au plébiscite de Bédié, quand on assiste au plébiscite de Gbagbo, on les comprend. Mais en réalité, je me demande quand toutes ces personnalités vont prendre leur retraite politique, à quoi va ressembler ces différents partis politiques? Pas parce qu'il n'y a pas de valeurs. Hein. Il y a des valeurs en interne. Mais on s'est déjà positionné focus par rapport à ces personnes. Mais pendant que ces personnes sont là, essayons d'aménager réellement le débat politique, le système politique dans notre pays. Pour nous, aujourd'hui, vous avez emprunté le chemin que nous souhaitons tout le temps. Là, pour justifier
pour demander à un individu, fut-il candidat aux élections présidentielles ou bien candidat aux élections législatives, la seule et réelle voie qui est donnée à cette personne de mesurer son poids, c'est d'aller aux élections. C'est d'aller à des élections normales. Ça aurait été préférable qu'on dise que, bon, aujourd'hui, pour être candidat en Côte d'Ivoire, comme nous le proposons, pour que quelqu'un se retrouve dans le gouvernement, il faudrait qu'il ait d'abord été un élu dans une région. Ça, je le dis ici tout le temps. Je le dis ici tout le temps dans le système fédéral que nous proposons. Je le dis ici tout le temps. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin et puis se lever un matin parce qu'on a 50 millions, je viens et je suis candidat. Non, c'est pas aussi, ce n'est pas à cause du poste, mais je le dis pas. Je le dis parce que il faut respecter le peuple. Nous autres là, on a déjà été candidats même au CM1, CM2 pour être président des coopératives. On allait, après ça là, il y a des gens, on a nos camarades qui ont déjà été des chefs de classe. On a vu pour être chef de classe, c'est élection. Mais tout cela, il y a des gens qui n'ont même pas connu ça. Ils n'ont même pas connu être chef de classe. Aujourd'hui, c'est là que je vais devenir président. Parce que il y a tellement de l'enrichissement dans ce schéma, tout le monde court après. Mais nous disons non, que pour être candidat, supposons que vous voulez toujours rester dans le système présidentiel, que nous récusons. Mais on accepte que on est dans le système présidentiel. Mais pour être candidat, il faut avoir aussi accepté d'avoir été député au moins. Parce qu'un gars comme Ado, par exemple, il n'a jamais été député. Il n'a jamais pesé son poids au niveau régional. Il s'est levé un matin, c'est le RDR. Oui, parce que le RDR m'a mis là. Oui, c'est bon, c'est un parti politique, c'est une organisation. Si tu crées ton organisation, tout le monde va vouloir t'accepter. Aujourd'hui, il y a des partis politiques là. On les voit aujourd'hui, ce sont ceux qui ont créé, qui sont tués présidents. Et ça dit qu'ils sont aimés ou bien ils ont une popularité dans le pays. Aujourd'hui, quand tu prends UDPCI, et l'autre il est assis dessus là, il ne cherche pas parti. Quand tu prends des partis politiques comme l'UNG, le président il a créé sa chose, personne ne peut lui demander de passer à une certaine alternance. Non. On a le COGEP, c'est pareil. On a GPS que Soro vient de créer. Qui va dire à Soro, viens, on va faire alternance? Le seul parti politique aujourd'hui qui a un candidat qui n'est même pas le président de ce parti politique, c'est Mandou Coulibaly. Il faut féliciter ça. Et donc, si nous voulons réellement voir notre représentativité, ou bien notre représentation régionale, ou bien notre représentation générale, il faut aller à des élections. Il faut demander à chaque individu d'aller être candidat dans une région. Dans cette région-là, il y a certes ton parti politique qui a une délégation là-bas, mais il y a les autres partis politiques aussi qui ont des délégations là-bas. Donc, il faut aller te frôler. Il faut aller parler à tous ceux-là. Donc, nous pensons qu'au lieu de créer le système de parrainage, il fallait plutôt, moi je le dis, vous prenez trop le système français en exemple. Mais le système français là, c'est un échec en Europe ici. Venez voir les pays qui sont développés. Aujourd'hui, l'Allemagne est venue. Aujourd'hui, regardez, il y a une réunion à Bruxelles. Quand Angela Merkel marche, quand elle marche là, tous les autres présidents là, ils s'asseyent. Ce n'est pas elle, on va, c'est l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne au temps de Hitler. Hein. Non, c'est l'Allemagne après Hitler. Comment ils ont développé l'Allemagne? Mais c'est partant d'un système présidentiel et c'est partant d'un système parlementaire. C'est partant d'un système parlementaire. C'est partant d'un système fédéral. Les pays qui sont aujourd'hui développés dans le monde sont d'un système fédéral. Mais vous êtes scotché au programme français. Donc, nous, on aurait souhaité que vous demandiez aux candidats et puis le parrainage. On pourrait attendre que ça rentre en ligne de compte en 2025. Ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois ici. Pour moi, on ne peut pas voter une loi. Un enfant ne peut pas naître aujourd'hui, puis il va commencer à marcher, manger, commencer à chercher femme pour aller à l'université. Non, ce n'est pas possible. On n'est pas Téné Banani ni Kirikou. On n'est pas Kirikou. Et puis une loi, comme vous l'avez introduite dans le code électoral, dites simplement que ça prend effet en 2025. Ça nous laisse le temps d'expliquer à la base, ça nous laisse le temps d'expliquer au peuple, ça nous laisse le temps à la société civile aussi de critiquer, ou bien l'opposition de critiquer pour qu'on apporte des amendements avant 2025. Pourquoi pas mettre 2030? On est pressé, pourquoi? On est pressé, pourquoi? Donc, chez nous aujourd'hui, nous disons que ce système de parrainage peut être remplacé simplement par un système de représentation régionale, en amenant chaque candidat
à aller se positionner dans une région. Que ça soit sa région, c'est égal. On n'a pas dit que parce que tu es issu de Dalor que tu vas aller aux élections, à Dalor que tu vas forcément gagner, c'est faux. Mais il faut au moins aller te présenter à Korogo. Va au moins te présenter à Bangourou. Va au moins te présenter à Bongouano. Va au moins te présenter. Et quand tu sors de là-bas, que tu as été un élu, tu as maintenant la représentativité qu'on recherche. Là-bas, là, tu auras plus de 1%. Vous vous demandez 1%. Mais là-bas, le gars aura eu 20%, 50%, 70%, 22%. C'est encore plus représentatif. Et quand il sort de là, il vient au Parlement, il peut poser sa candidature au Parlement pour dire, bon, moi je veux introduire le gouvernement, je veux m'introduire dans le gouvernement, je veux aller dans le gouvernement. Et en ce moment, le Parlement verra avec ses pairs qui sont dans le Parlement, avec d'autres candidats, bien sûr, s'il y en a. Et maintenant, tu peux avoir ta légitimité parlementaire en te retrouvant dans le gouvernement. Nous pensons que cela va permettre déjà à respecter le droit du vote. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, dans ma région, s'il y a un candidat qui vient au nom d'une bannière politique, ou bien qui vient au nom d'une association, ou je sais quoi, si je lui donne ma voix, au moins, personne ne saura que j'ai donné ma voix à quelqu'un. Personne ne saura que j'ai donné ma voix à quoi on appelle ça, à Pierre, à Paul ou bien à Kipré. Personne ne saura que j'ai donné ma voix à Midou. Parce que je rentre je vais dans l'isoloir, je suis caché, je vote, je viens, je mets mon enveloppe, c'est terminé. Mais là, ce que vous proposez en ce moment, c'est un danger. Ça ouvre à la corruption. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens que vous allez voir très intéressés pour des élections, moi, vous allez voir mon nom. J'ai dit, bon, je vote Guédro. Je donne ma caution pour que Guédro soit candidat. Mais vous allez voir mon nom, vous allez voir mon contact. Vous pouvez m'appeler. Aujourd'hui, dans la galère où je suis là, vous me proposez 500 000 pour que je vous vote aux élections en vous ramenant le bulletin. Parce que je suis sûr que vous allez créer des stratagèmes pour que soit le bulletin ou bien la photo soit prise dans l'une. Et je vous montrerai ça avec un selfie pour attester que j'ai voté votre candidat. Les 500 000 sont déjà là. Mais ça ouvre à la corruption. Ça ouvre à la corruption. Je prends encore un fait. La Côte d'Ivoire a toujours connu des crises post-électorales. Bon, à supposer qu'on tombe dans une crise, je touche du bois. Mais vous avez la liste de ceux qui n'ont pas donné leur caution à Alassane Ouattara. Mais en période de guerre, vous avez l'adresse de ceux-ci. Mais ils sont vulnérables. Ce sont des personnes qui seront à votre merci. En période de guerre, ce sont des personnes qui sont à votre merci. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder, bon, regardez. Ah, il s'appelle Ramsès, il habite à Yopougon, dans telle rue, tel temps. Allez-y tomber sur lui. Comme ça, vous allez cibler tous ceux qui ont donné leur voix à vos adversaires. Parce qu'on est en période de guerre. On ne va pas vous dire pourquoi vous faites ça, même si la guerre demande le minimum de respect par rapport à l'adversité. Mais ça n'a jamais été le cas. On a vu des gens qui ont été massacrés en Côte d'Ivoire. Est-ce à ça que vous voulez qu'on assiste? Mais soyons prudents. L'opposition, soyons prudents. Est-ce à ça qu'on doit assister? Jetez vos militants en pâture aux mains du régime. Mais vous connaissez bien ce régime. C'est un régime qui est sans pitié. Mais vous connaissez bien ce régime. Vous reconnaissez bien ce régime. Regardez aujourd'hui, les Alain Lobognon, ils sont où? Mais vous connaissez bien ce régime. Où est Soro Diom aujourd'hui? Mais vous connaissez bien ce régime. Je ne veux même pas parler de Gbagbo Laurent ou bien de Blé Goudé. Ce ne sont pas leurs amis. Mais je parle de ceux qui ont mouillé maillot pour eux. Eux, ils ne jouent pas avec leur intérêt. Ils ne jouent pas avec leur intérêt. Regardez comment ils ont vilipendé sur une chaîne de télé d'un camp avec Amontano qui viennent à peine de démissionner il n'y a même pas 6 mois. Mais regardez comment ils les ont vilipendés sur un plateau de télé. Opposition, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Arrêtez le débat sur la candidature d'Ado. Ado ne doit pas être candidat. Ado n'a pas le droit d'être... Ça, c'est même pas un débat. Mais quand vous débattez lui là, c'est comme si vous lui donnez le courage d'être candidat. Les tests sont là. L'article 183 est là, c'est clair. D'aucuns disent non, est-ce qu'il y a une loi qui est rétroactive? Mais l'article 143, on parle de jurisprudence.
Ça, je vais développer ça demain. On parle de jurisprudence lorsque il n'y a pas de loi qui est définie face à une situation. Mais il y a une loi qui est déjà là, il y a un article qui est là qui dit que tout ce qui rentre en ligne de compte dans cette constitution n'abroge pas la législation passée. Ça veut dire que ça n'abroge pas, ça n'élimine pas la législation passée. C'est fini. Ado ne peut pas être candidat. Laissez ce débat, rentrons dans le débat de parrainage. On dit que vous avez 45 jours depuis le 16 juillet. Aujourd'hui, nous sommes au 21. Ça fait 5 jours de passé. Vous devez rassembler 70 000 à 80 000 parrains. Pour ça, peut-être c'est pas difficile. Pour vous, je suppose. Mais et pour nous qui allons donner nos noms. Pour nous qui donnons nos visages. Pour nous qui donnons qu'on appelle ça nous qui nous donnons, nous qui nous présentons au risque. Qu'est-ce que vous dites? C'est un risque qui est là. Face à ce risque-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chef fédéraliste d'ici et d'ailleurs, voilà l'inquiétude. Voilà le développement. À l'origine, cette question du parrainage a été introduite, a été proposée par M. Afinguessan, qui n'a pas été désapprouvé par ses pairs de l'opposition et qui a été récupéré par Alassane et à lui maintenant de mettre notre vie en danger. Alassane n'avait pas obligation de demander à ce qu'on vienne s'identifier. C'est-à-dire, c'est la même manière on allait s'identifier sur la liste électorale, c'est de la même manière on nous demande de venir s'identifier pour un parrain. Pour un parrainage plutôt. Mais ça remet en cause le principe du droit de vote, qui est le droit de vote inaliénable, qui est secret. C'est secret. Avec toutes les informations que vous nous demandez, mais ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. Et quand on entend aujourd'hui des discours, certains militants du RDR qui appellent leurs frères d'Abobo, qui appellent leurs frères de Korogo de pouvoir s'armer parce qu'il y aura la guerre. Mais vous pensez quel Ivoirien qui veut se mettre dans ça? Qui va prendre le risque de donner son nom, ses informations? Mais vous pensez que quoi? C'est dangereux. Vous avez vu ici la dernière fois une militante cyberartifice de Soro. Ils ont donné toute son adresse à Maryland, dans un État américain. Ils ont donné toutes ces informations. Mais c'est à cela qu'ils veulent nous envoyer. Vous voulez que demain, quand tu as fini de donner tout ça, et que après les élections, ils savaient qu'il y a une crise post-électorale, il y a des revendications, ils ont vos noms, ils ont vos adresses, ils ont des informations sur vous. Ils vont à Daloa, on dit là, il est au quartier Orly 1 et Orly 2, derrière le marché, où c'est tout la vendeuse de Djungle. Ok, on va te chercher, on te prend, c'est fini. Moi, je pense que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous avez proposé quelque chose. Moi, je pense que cette chose n'est pas mauvaise pour moi, mais vous n'avez pas eu le nez creux de la récupérer dans la situation actuelle. Parce que la situation actuelle, Alassane il vous a déversé ça au visage. Aujourd'hui, la préoccupation du PDCI, c'est leur convention. Ils sont plongés dans la convention. Oui, là, nous tous on sait déjà que Bédi est candidat unique. Laissez convention. Le parrainage, on fait quoi? Vous acceptez que nos vies soient en danger? Vous acceptez que la vie des Ivoiriens soit en danger? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Qui plus est dans un pays où on a déjà connu des crises. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ce parrainage et surtout dans son application qui demande à ce que ça soit appliqué cette année. Pour moi, ce n'est pas une loi organique pareille, une loi sérieuse pareille. On doit laisser le temps aux Ivoiriens de s'approprier cela. On y va, regardez, en 2016, l'argent du contribuable a été jeté dans une constitution sous prétexte qu'on veut instituer un vice-président. Mais à l'orée des mêmes élections où on veut expérimenter le vice-président, on nous dit que le vice-président, non, il n'est plus, comment on appelle ça, éligible. Ce n'est plus un poste électif. Mais attends, Alassane, vous jouez à l'argent du contribuable. Et ça ne choque personne. On suit seulement Alassane dans son jeu politique. Aujourd'hui, c'est Alassane qui l'habite, les joueurs, attends. Et l'opposition l'accompagne là-dedans. L'opposition l'accompagne. Parce qu'il y a un rendez-vous, tout le monde s'est dit, nous on attend le 31 octobre.
Nous, on attend le 31 octobre. 31 octobre, vous voulez faire quoi? 31 octobre, là, est-ce que quand vous allez créer une crise, ou bien quand vous allez revendiquer, est-ce que vous et vos enfants seriez sur le terrain? Est-ce que vous et vos enfants seriez sur le terrain? Est-ce que le beau gosse d'Alassane que j'ai vu, cheveux longs, cheveux joli garçon, il sera sur le terrain? Est-ce que le beau gosse de Bédier sera sur le terrain? Est-ce que l'intellectuel de Gbagbo Laurent Michel sera sur le terrain? Est-ce que Herman Afi, que moi je connais, il sera sur le terrain? Est-ce que la fille de Mabri Toakeuse, qui est aujourd'hui en Angleterre avec ses diplômes, elle sera sur le terrain? Est-ce qu'elle sera sur le terrain? Est-ce que vos enfants seront sur le terrain? Arrêtez ça. Arrêtons ça. Aujourd'hui, on a nos leaders qui sont en exil. On a nos leaders qui sont, comment on appelle ça? Oh, Bobby OP, pardon. Faut laisser mes cheveux, pardon. Faut laisser mes cheveux, pardon. Je me coiffe pas. À cause de toi, mais je me coiffe plus. J'étais prêt à aller me coiffer demain. Mais je me coiffe plus à cause de toi. Vous voyez? Aujourd'hui, on a nos leaders. Vous voyez, les Blé Goudé sont en prison. Les Damana Pika sont à chose en exil. Aujourd'hui, voilà un de nos vieux pères qu'on vient de mettre en prison ici. Mais tout ça, quand on regarde, on a mal au cœur. Si on était dans un bon système politique, mais tout cela n'allait pas être en exil, ni en prison, on serait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chacun sera assis à Nancien, dans mon village là-bas, à Nancien, où je serai candidat en train de pouvoir vaquer au développement de ma région. Voilà ce qu'on demande, frère. Allez-y faire des propositions qui sont réelles. Sinon, la proposition sur le parrainage, nous, ça nous met en difficulté. La proposition sur le parrainage, l'idée, elle n'est pas mauvaise. Mais je pense qu'on aurait dû proposer autre chose. On aurait dû demander que les candidats, ces candidats-là, puissent avoir leur légitimité en allant être des candidats au poste électif. C'est-à-dire que tu es député avant de venir être candidat pour être dans le gouvernement. Et cela, c'est le système parlementaire dont on vous parle. C'est le système parlementaire qu'on propose. Mais le schéma que vous avez montré là, c'est un schéma qui est dangereux. Ce schéma que vous avez présenté, le schéma du parrainage, peut-être selon vous, ça allait être les élus que vous êtes qui alliez donner votre parrainage à un candidat. Mais là, Alassane vous a dribblé. Il a demandé à ce que ça soit le peuple. Mais quand il va vers le peuple, il montre une posture de quelqu'un qui est démocrate. Oui, parce qu'on le dit, le peuple n'est que le détenteur du pouvoir. Le pouvoir est du peuple, est dirigé par le peuple et est pour le peuple. Donc lui, il tend la balle au peuple. Mais en combien de temps on peut avoir l'opinion de ce peuple? Et puis, quand on tend la pêche au peuple, mais pourquoi voulez-vous que le peuple là puisse donner toutes les informations? Donc, je vais dire que ce qui devait être secret n'est plus secret. Et quand ce n'est plus secret, au-delà du code électoral que vous piétinez, mais vous touchez la loi organique et la Constitution. Et jusque-là, personne n'en parle. Et la gravité, ça sera après les élections. Si réellement vous reconnaissez l'électorat ou bien la victoire de celui qui sera présenté au soir du 31 octobre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour aller se retrouver encore dans une revendication des choses, on va se retrouver dans une crise. Et si on se retrouve dans une crise, on sera face à une situation où des anonymes ou des personnes qui devaient être anonymes ne seront plus anonymes, elles seront vite répertoriées, elles seront vite récupérées, elles seront vite connues parce qu'elles ont laissé les informations pour le parrainage et ces personnes vont se retrouver en difficulté. Alors, chers camarades fédéralistes d'ici et d'ailleurs, voilà encore ce soir, en peu de minutes on avait voulu, mais avec l'intervention ou bien l'inspiration, nous nous sommes retrouvés à presque 1 heure. Mais je pense que nous allons nous arrêter là ce soir et vous dire que nous désapprouvons, nous n'acceptons pas le système de parrainage et nous l'avions bien exprimé comme il se devait. Alors, si vous épousez réellement ce dispositif, ces idées telles que présentées, moi je pense qu'il faut apporter votre commentaire. Si vous désapprouvez cela, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui se réjouissent de cela, donnez votre opinion, on va en débattre.
Parce que je le dis, la contradiction est le charme de la vie. La contradiction est le charme de la vie. Donnez vos opinions pour qu'on puisse débattre. Et si réellement vous pensez que ça vous a plu, présentez à d'autres personnes et qu'ils puissent voir. Mais n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la page. Abonnez-vous pour que ça puisse encore, on puisse créer une interaction, on puisse créer un cadre d'échange, un cadre de débat, parce que c'est important. C'est pour le pays que nous faisons cela. Vous voyez, tout le monde a félicité M. Gon pour son travail. On l'a honoré. Il est parti. Aujourd'hui, voici le premier ministre Seydou Diarra que nous devons d'honorer pour l'enterrer en toute dignité. Tout ce que nous perdons des hommes politiques ou bien les commerçants à tous les niveaux de la société, nous pensons que nous avons été d'utilité parce que nous sommes des intellectuels. Chacun a pu apporter son grain de sel à la société. Alors, maintenons cette union. Soyons courtois. Aimons-nous. Les élections ne sont pas une saine appréciation des guerres et de neutralisation de l'autre. C'est juste une appréciation de pouvoir peser son poids vis-à-vis de l'autre. Alors, acceptons qu'il y ait des candidats, acceptons qu'il y ait la contradiction et que celui qui gagne soit meilleur que l'autre et que celui qui a perdu aussi soit meilleur que l'autre en lui disant « tu as gagné, je suis fier de toi ». Je n'ai pas gagné dans les urnes, mais je peux te prouver que j'ai aussi de l'intelligence et donc je reconnais ta victoire. C'est en cela que nous pouvons réellement avancer et c'est pourquoi nous disons qu'avec le gouvernement collégial, ce que nous demandons aujourd'hui en conclusion, c'est de demander au gouvernement d'appeler, de reprendre le dialogue politique, d'appeler l'opposition et puis de voir réellement est-ce qu'on est sûr d'organiser des élections en ce laps de temps. Si ce n'est pas le cas, ok, j'ouvre déjà le débat du sujet que nous allons mener dans ces jours qui viennent sur la question de au cas où on ne peut pas organiser les élections. J'entends d'autres dire non, il faut une transition sans ado. D'autres disent non, il n'y a pas de transition, c'est une continuité. Non. Appelez au dialogue politique. Asseyez-vous et nous, ce que nous pensons, s'il n'y a pas élection, nous pensons qu'il ne pourra même pas avoir élection parce que ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vous a proposé, le temps que ça va mettre pour révisiter la CEI, pour révisiter la liste électorale dont nous parlons tout le temps, pour recomposer la CEI et tout ça pour aller aux élections, nous pensons que ça serait impossible. Et si c'est impossible, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les propositions des fédéralistes d'ici et d'ailleurs? Nous allons vous faire valoir ça dans ces jours qui suivent. Merci beaucoup, bonne soirée et que nous nous maintenons sous l'arbre de la paix, nous nous mettons sous l'arbre de l'amour. Apprécions-nous, la contradiction, c'est le charme de la vie. Apprécions-nous, ne nous en voulons pas. N'en voulons pas à Ramsès pour ses opinions, n'en voulez pas à Rikente Bawin pour ses opinions, n'en voulez pas à Malthus Adou pour ses opinions, n'en voulez pas au président Emso pour ses opinions, n'en voulez pas à Diane Yakuba pour son opinion, n'en voulez pas à Pascal Daya pour son opinion, n'en voulez pas au grand communicateur aujourd'hui, Bobby Hooper, pour son opinion. Chacun d'entre nous, il faut qu'on s'accepte dans la diversité. C'est ce qui est important. Parce que ce qui nous unit est au-dessus de ce qui nous unit est au-dessus et est plus important que ce qui nous divise. Alors, merci à vous. Merci une fois de plus. À demain et que vous passez une très bonne nuit sous le contrôle de l'esprit, votre esprit, l'esprit de vos parents, l'Esprit Saint et que tu sois au contrôle. Je vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt. C'était Ramsès.